C'est vraiment mon impuissance totale face à la personne qui était avec moi. Donc en plus, il n'y a que moi qui peux vraiment comprendre ce qu'elle a vécu. Moi, j'étais dans ce véhicule-là. Et même ça, je peux pas l'aider, je sais pas quoi faire, je suis impuissant. Je m'appelle Sylvain Dutu, je suis auteur, compositeur, interprète. Il y a 20 ans, j'ai fondé un groupe dont j'étais le chanteur qui s'appelle Boulevard Désert. Et aujourd'hui, je viens de sortir mon premier album solo qui s'appelle 15h22 sur le label Tôt ou Tard. Le 25 septembre 2021, avec le groupe Boulevard Désert, on a décidé à ce moment-là, ce soir-là, que ce serait notre dernier concert avant de prendre une pause méritée et aussi une pause à durée un peu indéterminée. Et ce soir-là est un soir un peu de fête, on est à Talence, à côté de Bordeaux, au festival ODP. Et puis tout le monde va repartir de son côté avec le tourbus. Et moi, ce soir-là, je suis avec des amis, ma compagne, de la famille. On a décidé de prendre un hôtel à Bordeaux. Et donc, on dit au revoir à tout le monde et puis on file à l'hôtel qui est à 10 minutes du festival. Et à 5 minutes, là, avant d'arriver à l'hôtel, on est au feu rouge, c'est ma compagne qui conduit. Derrière elle, il y a la fille de sa cousine et derrière moi, il y a une amie. Et là, au feu rouge, on voit arriver à toute allure un véhicule lancé vraiment comme une fusée. Et c'est le cas de le dire parce qu'on va la voir dans un feu d'artifice d'étincelles, on va la voir s'envoler vers nous. C'est un choc frontal. On apprendra plus tard que la voiture est lancée à entre 120 et 140 km/h. Bon là, le cauchemar commence. Ma compagne essaie de sortir de la voiture, il parvient, mais son bras tombe, retenu par la veste. Il y a une odeur terrible un accident de la route, quoi. Moi, j'arrive à sortir. Je contacte moi-même les pompiers, mais en fait, comme c'était une sorte de course-poursuite, la voiture qui nous est arrivée en face était poursuivie par la police, donc la police arrive très vite sur les lieux, donc s'occupe de tout ça. Et une fois que ma pression retombe, je commence à avoir vraiment très très mal. Et nous voilà tous les 4 embarqués à l'hôpital. Alors qu'est-ce que ça amène un truc aussi violent, aussi surprenant? Il y a plein de phases en fait. Bon déjà, physiquement, on essaye de faire marcher la machine, mais vraiment on a mal partout. Sans parler vraiment du bras de ma compagne qui est pulvérisé, mais on a du mal à respirer puisque la ceinture a enfoncé la cage thoracique, on a du mal à marcher puisque les genoux ont tapé l'avant du tableau de bord et tout. Mais sans parler de ça, que psychologiquement on va dire, je crois qu'on cherche un sens en fait à ça. Et si j'étais parti 5 minutes plus tôt ou plus tard, et si j'étais parti avec le tourbus, et en plus il y a la culpabilité, et si j'avais pas rencontré ma compagne Julie, je l'aurais pas amenée dans ce concert, et puis donc elle aurait pas eu l'accident. Et c'est vraiment un parcours du combattant ensuite qui s'annonce. Après l'opération de ma compagne, donc une semaine après je pense, la première chose c'est de se dire ok, on reste optimiste, ça va aller, ça va prendre du temps mais ça va passer. Et on prend un peu le taureau par les cornes et on va de l'avant. Et on décide ensemble de déménager à Paris, pas loin d'un cabinet de kiné pour la rééducation. Et on se dit, bon, on peut pas faire de marathon, mais on peut écrire, donc on va écrire. Et moi, c'est ce que je me dis, je vais écrire pour les autres. On se remet un peu dans la danse, on recrée un mouvement. Et là, il va se passer un premier obstacle, et qui perdure encore aujourd'hui. C'est le déclenchement d'un syndrome de stress post-traumatique pour ma compagne. Je me rends compte que c'est vraiment que le début, en fait. On quitte Paris et rebelote. Trouver un peu de sens à ça, impossible. Donc transformer ça. Et moi, je vais trouver ce qu'on appelle, en résilience, ce qu'on appelle des tuteurs. Et souvent, les tuteurs, ça peut passer par plein de gens, hein, par des thérapeutes ou des professionnels, mais par des amis aussi. Et moi, ça va être deux copains musiciens, notamment un qui s'appelle Vincha. Je vais chez lui, puis on fait de la musique. Et je vais me rendre compte que ça me fait du bien. À ce moment-là, j'ai plus trop envie d'écrire pour les autres. Pour la première fois depuis longtemps, je vais écrire pour moi. Et c'est une période très paradoxale, parce que d'un côté, il y a le cauchemar qui continue, et de l'autre, il y a cette espèce de renaissance pour moi qui fonctionne. Et je suis obligé de repartir sur la première notion du paradoxe, qui est le cauchemar qui continue. C'est vraiment mon impuissance totale. Je crois que ça porte un nom, ça va être le syndrome de l'accompagnant ou quelque chose comme ça, mais une impuissance totale face à la personne qui était avec moi. Donc en plus, il n'y a que moi qui peux vraiment comprendre ce qu'elle a vécu. Moi, j'étais dans ce véhicule-là. Et même ça, je peux pas l'aider, je sais pas quoi faire, je suis impuissant. C'est vraiment une période très difficile. L'étape d'après, c'est quand on commence à avoir un peu le bout du tunnel. Moi, je comprends que j'ai transformé tout ça en musique, que en fait, je suis en train de faire un album, qui est mon premier album solo. Bon, ben, j'aurais jamais fait ça sans cet accident. Un peu le bout du tunnel aussi pour ma compagne qui commence à reprendre une vie normale. On décide d'aménager dans un endroit qui nous fait du bien, à savoir dans le Pays Basque, près de l'océan. Et même ça, on se dit, bon, peut-être que habiter à Biarritz, qui était pour nous un rêve en fait un peu surréaliste, peut-être qu'on l'aurait jamais réalisé sans l'accident. Donc il y a quand même des trucs qu'on se dit, il n'y aurait pas eu ça sans ça. L'écriture, dans toutes ces étapes-là, a pris une place vraiment primordiale. Ça m'a aidé à m'en sortir plus vite. Parce que je crois, je sais pas, c'est peut-être prouvé, mais je crois que vraiment que se lancer comme ça dans un travail, dans une passion, ça peut être n'importe quoi, je crois. Alors non seulement ça permet de remplir son temps de manière agréable, mais en plus ça permet de se donner quelques objectifs, ça permet de manière peut-être aussi plus mystérieuse d'extérioriser plein de choses, quoi. Quand il y a trop de pression à l'intérieur, il faut exprimer, faut le sortir, sinon on explose, quoi. Et moi c'est passé par l'écriture.
Après l'accident, j'ai fait face à ce mot de résilience. Et c'est pas moi qui ai inventé une définition, c'est vraiment les définitions que j'ai pu lire à droite à gauche et qui concernent pas uniquement l'être humain d'ailleurs, mais je trouve ça passionnant parce que tout se rejoint. La résilience pour un métal, par exemple, c'est sa capacité à résister à un choc. En informatique, c'est aussi la capacité d'un système ou d'un logiciel ou d'un réseau à fonctionner quand même malgré une panne ou un bug. La résilience pour un écosystème ou pour une espèce, c'est la capacité à retrouver un équilibre après un cataclysme, une tempête. Et je trouve que pour l'humain, c'est vraiment ça. C'est le mélange de toutes ces définitions. C'est à la fois résister à ce choc-là, donc rester un peu debout, même si c'est dur. C'est à la fois garder l'équilibre, en tout cas le retrouver le plus rapidement possible. Et en même temps, psychologiquement, même si c'est le bug dans sa tête pendant une longue période après ce traumatisme-là, continuer de faire fonctionner la machine pour pas s'effondrer. C'est vraiment ça la résilience. Mais c'est pas quelque chose faut pas se mettre de pression à chercher la résilience, elle est là quoi. On fait tous preuve de résilience pour des broutilles ou pour des choses beaucoup plus graves. Donc il faut vraiment en fait se faire confiance, c'est là et garder cet optimisme dont j'ai pu parler aussi, c'est très important.